On va alors commencer. On accueille Tout à fait. Frédéric von Hazard, qui est chercheur à Rio, qui va donner suite à cette série de séminaires centrés sur la politique contemporaine, des analyses de conjoncture, des tentatives de comprendre tout ce qui se passe au Brésil. Aujourd'hui, c'est dans une perspective comparatiste. Du coup, sans tarder, je lui laisse la parole en remerciant beaucoup de sa présentation. Bon, merci Valdir et bonjour à tous et à toutes. Je suis content d'être là. Et en même temps, c'est vraiment un thème qui est lourd pour nous tous. Parler sur le Brésil. Le titre, j'hésitais un peu entre analyse de la déjoncture. De la déjoncture. Au Brésil, tout le monde connaît l'analyse de la déjoncture. Et finalement, j'ai pris un titre qui était un peu plus lourd, qui était le tunnel au bout de la lumière, qui montre bien l'état dans lequel je suis, dans lequel on est, et qui est tout simplement un horizon qui s'est fermé. Et je suis là plutôt dans un esprit de dialogue et de discussion, pour voir aussi ce qu'on peut faire. Ce qu'on a eu avec l'élection de Bolsonaro, c'est l'effet Trump. C'est-à-dire que l'impensé, l'impensable est soudainement devenu réel. Je me rappelle très bien l'élection de Trump, c'était aussi impensable. Puis d'un jour à l'autre, tout a basculé. Comme je suis un lecteur du New York Times, je ne lis pas le matin, mais je lis le journal, donc j'accompagne. Et au Brésil, là aussi on a été pris de court. C'est l'impensable qui soudainement est arrivé et qui court-circuite tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense. Et voilà où on en est. Court-circuite, par exemple, dans la mesure, je suis arrivé ici début janvier, je suis là en tant que professeur invité. Et par exemple, les gilets jaunes, en même temps, disons, à partir de notre petit laboratoire qu'est le Brésil, on se dit, tiens, on a vu ça en 2013. Et donc, ça donne des courts-circuits. Parler un peu sur la situation, que faire? Eh bien, dans la mesure où il faut à la fois avoir une analyse dure, froide, pessimisme de l'intellect et en même temps un optimisme de la volonté. En parler, ça fait du bien, c'est thérapeutique, mais aussi penser ce qu'on pourrait faire, parce que je crois que le fait qu'on soit ici à Paris signifie évidemment qu'on a des contacts internationaux, ce qui est extrêmement important dans la conjoncture. Alors j'ai présenté, j'ai passé là, disons les derniers jours, peut-être même les dernières semaines, peut-être même les dernières années pour arriver ici. Présentation, d'abord une petite introduction, première partie, une petite analyse de la conjoncture, vers la fin, une tentative d'expliquer un peu sociologiquement. Je ne crois pas que je vais y arriver. Bon, d'abord, peut-être un peu, disons, une contextualisation d'où je parle. J'ai déjà fait une conférence ici la semaine passée qui était sur métathéorie, où je défendais la position du réalisme métacritique. En baissant un peu le niveau, j'avais aussi à Marseille avec Francis Chateaurenaud aussi pensé un peu la théorie sociale reconstructive. Là maintenant, on arrive à la théorie sociologique, disons l'ontologie du présent. Mais c'est justement là où la lecture devient impossible. La lecture devient impossible parce que l'histoire est en route et on se trouve devant le fameux problème de Minerve. C'est-à-dire aussi longtemps, disons, que le soleil n'est pas couché, on n'arrive pas à interpréter le présent. Oui, on peut essayer avec des grands
disons, des grandes théories. Penser la mondialisation comme une synchronisation de 3 révolutions. Première révolution, la révolution néolibérale. La clé serait 89. La révolution cybernétique, disons la révolution industrielle, évidemment les deux aussi et puis ces 2 révolutions qui donnent lieu à une sorte de révolution anthropique où effectivement on n'est plus les mêmes qu'on était pour les plus vieux entre nous qu'on était il y a 20 ans, il y a 10 ans, mais aussi pour les plus jeunes qu'on était il y a 5 ans, il y a 7 ans. Et de fait, on a changé d'époque. Les dates 2001, plus important aux États-Unis et en Europe pour comprendre l'extrême droite avec ce qu'on peut bien appeler l'islamophobie. 2008, évidemment, la crise, le crash de Lehman Brothers. 2016, la victoire de Trump. On ne sait plus tellement bien comment lire la conjoncture. La mondialisation, on l'a bien vu, Davos a commencé hier, Bolsonaro est là, mais la mondialisation, elle est bien aussi longtemps qu'on n'était pas mondialisé par la Chine ou les émergents. En sociologie, on a des théories. La modernité tardive, que ce soit, il y a Giddens, Castells, Beck, etc. Mais on n'arrive pas évidemment, on n'arrive pas à faire la synthèse, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Modernité tardive, moi juste avec un copain hollandais, on s'est dit, tiens, il faut radicaliser. On parle de la seconde postmodernité ou la postmodernité tardive. La première, qui était tout simplement, disons, une déconstruction des discours de la modernité. La seconde, et pour comprendre l'extrême droite, c'est extrêmement important, parce qu'effectivement, on a eu le postmodernisme au milieu. On a eu, disons, des tournants, le tournant de la déconstruction. Et maintenant, on a les fake news. On a un capitalisme complètement postmoderne. Donc, on est la seconde postmodernité pour dire tout simplement que ce n'est plus seulement le code culturel, disons, qui est déconstruit. Cette fois-ci, c'est le système entier qui change. Le titre venait au fond de... Quand j'étais à la conférence mondiale... Bonjour. Quand j'étais à la conférence mondiale de sociologie à Toronto, justement, je voyais aussi que là aussi, l'atmosphère était bizarre. Ça fait depuis longtemps que je vais aux conférences mondiales de sociologie. Là, c'était bizarre. Les Américains, les Européens, ils étaient là et on voyait d'un côté, il y avait les professionnels qui faisaient leur présentation plutôt spécialisée, plutôt bonne. Puis il y avait les intellectuels qui étaient là et en train de parler sur postcolonialisme, etc. Et on voyait que les professionnels n'étaient pas vraiment des intellectuels et les intellectuels n'étaient pas vraiment des professionnels. Quand je regardais, on n'avait plus de théorie générale qui unifie. J'ai écouté pas mal. Il y avait Bouravoy, qui avait un discours cohérent à partir des Polanyi. Et de fait, Polanyi est absolument actuel, parce que lui, ce qu'il voulait expliquer, évidemment, c'était l'avènement du fascisme à partir justement de la commercialisation des 3 éléments de base, disons, pour un marxisme réinventé. C'était la grande théorie. Il y avait Jeffrey Alexander aussi qui avait des choses intéressantes à dire sur la sociétalisation des problèmes sociaux. C'est-à-dire quand un problème commence d'abord dans une certaine sphère, comme par exemple la pédophilie à l'intérieur de l'Église, et qui commence à infecter tout le système. Les scandales, une sociologie des scandales qui me paraissait assez utile, mais sinon je ne voyais pas grand-chose. Et je me disais, tiens, voilà la sociologie. Et les collègues avaient un peu la même impression lors de cette conférence, mais voilà, non seulement une époque qui se termine, peut-être une civilisation, et je pensais là, évidemment, la fameuse première phrase des variétés de Paul Valéry, nous, civilisation, nous savons que nous sommes mortels. Ninive, Élam, Babylone, et puis aussi les sciences peuvent s'en aller. La sociologie a émergé dans la première modernité.
Elle a construit la seconde modernité, disons avec le Fordisme, le keynésianisme, etc. En gros, la Première Guerre mondiale jusqu'à 89. Et la question est, est-ce qu'elle va survivre la troisième modernité ou la seconde postmodernité, disons, de 89 jusqu'à 2050. Et c'est là où je suis arrivé à mon titre, parce qu'après la conférence, je suis allé à New York, et là j'entrais dans Book Culture, qui est une excellente librairie, un peu comparable peut-être à Compagnie, et de fait, quand j'entrais, je voyais la philosophie qui était bien intéressante, où il y avait au moins 2 armoires avec des choses un peu cutting edge, vraiment très très intéressant. La science politique, là aussi très très intéressante, dans le sens où ils sont en train de penser l'ontologie du présent, donc sur la crise, sur Trump, sur le populisme. Et le populisme, on y reviendra, parce que je crois que c'est une catégorie un peu soft, mais en même temps qui permet de comparer justement les cas. L'anthropologie, qui je crois aussi, comme elle a survécu à toutes les crises, est continuellement en train, disons, de s'innover. Et quand j'arrivais à la sociologie, il n'y avait plus que 50 cm, et c'était surtout sur les questions d'éducation, les questions de migration. Mais en partant, je trouvais un livre justement avec un titre qui m'a beaucoup marqué, qui était The Tunnel at the End of the Light. Donc voilà où on allait. Alors moi et le Brésil, moi je travaille au Brésil, mais différemment de Francis et de Laurent, moi je ne travaille pas sur le Brésil. De la même façon, quand je travaillais aux Pays-Bas, je travaillais pas sur les Pays-Bas. Quand je travaillais en Italie, je ne travaillais pas sur l'Italie, j'y travaillais. Ce que j'aime bien de faire, je travaille avec la théorie, c'est prendre des théories importées et puis de faire un peu ce que j'appelle des destructions contrôlées de la théorie, où on fait entrer le contenu local, évidemment le Brésil, Rio, pour les démonter, les remonter, les faire travailler. C'est ce que j'appelle la reprovincialisation de la théorie. La conférence que je fais ici, je ne la ferai pas au Brésil, parce que je me sentirais mal à l'aise, parce que tout simplement, je suis un gringo, je ne suis même pas brésilianiste, et ce n'est pas évident. Je l'ai fait une fois, d'ailleurs, quand tu étais présent, quand Laurent était présent, c'était une conférence à Littéroy, le pragmatisme vu de l'intérieur et de l'extérieur. Là, je me suis lancé, j'ai inventé la cité cordiale, en repassant par Auguste Comte et en regardant justement l'analyse du drapeau et disons la République du cœur, et le régime qui est le régime pragmatique où continuellement il faut s'adapter. Les Brésiliens connaissent la situation, ceux qui sont passés d'un continent à l'autre. En même temps, justement, la situation des dernières années a fait que tout d'abord j'ai vécu, disons, la destruction d'un système, la fin du système Lula. Et en tant qu'intellectuel, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Rien, si ce n'était d'écrire. Donc de temps à autre, je fais des petits articles pour Libération, lors des moments clés, la loi du travail, sous le gouvernement Temer. Le titre était bien trouvé, c'était Brésil, le nouveau labo du néolibéralisme, avec, disons, toutes les références au Chili. L'année passée, j'avais aussi passé janvier et février ici à Paris, quand je retournais au Brésil, pleine forme, plein d'énergie, content, hop, assassinat de Marielle Franco. Là aussi, il fallait faire quelque chose, je l'ai fait. Une variation sur un Gentilesa, un texte sur la violence qui gère la violence. Et effectivement, la violence est paradigmatique. Et ce qui tient le pays, en tant que nexus social causal, c'est la violence. Avant les élections, là aussi, un petit texte que j'ai fait. Et donc voilà, le Brésil. Commençons donc l'analyse de la conjoncture. Toujours les mêmes clichés. Brésil, le pays de l'avenir. Fameuse phrase de Stefan Zweig, qui s'est suicidé avec sa femme à Petrópolis.
en laissant un testament vraiment bizarre, déclaration d'amour au Brésil. Et effectivement, on y a pensé. Moi, je suis arrivé au Brésil en 2003. J'aime le Brésil, les BRICS. Entre-temps, de tous les BRICS, il n'y en a pas un qui n'est pas tombé dans l'abîme. Et en effet, on avait l'impression que c'était les 30 Glorieuses. Avec une croissance économique, on arrivait même à un emploi général. Et en plus, on avait des réserves. Les réserves de pétrole. Donc on se disait, voilà, c'est parti. C'est parti maintenant, enfin, le pays de taille continentale y est arrivé. En plus, on avait une hégémonie de gauche en Amérique latine. D'un côté, la gauche bolivarienne, et de l'autre côté, une démocratie sociale, démocratique, Lula, le lulisme qui avançait, tout allait bien. Politique redistributive, un des pays les plus inégaux au monde, avec une nouvelle classe montante, qu'on voyait bien, la fameuse classe C, qui cette fois-ci c'était plutôt des gens plutôt colorés, plutôt basanés, qui disons entraient dans le système, mais surtout éradication de la misère et de la pauvreté extrême. Moi je me rappelle quand j'arrivais au Brésil, c'était encore faux misère. Puis on s'est rendu compte que le problème n'était plus tellement l'indigence et la faim, mais plutôt l'obésité, qui devenait le problème, disons, du Brésil. Faux Misero qui s'est transformé en Bolsa Familia, un programme vraiment, un spectacle pour aider les pauvres à sortir de la pauvreté. En termes économiques, on parlait du néo-désenvolvimentisme, justement une régulation économique avec un plan, une planification. On pourrait même parler, toute proportion gardée, d'un capitalisme d'État, mais en tout cas, l'idée était de stimuler le marché interne, justement pour maintenir la croissance. Tout allait bien. En plus, avec l'élection de Lula, on avait pour la première fois, depuis 5 siècles, on avait le peuple, l'homme moyen, la femme moyenne, qui était intégré au système politique. En plus, un gouvernement progressiste qui, avec des politiques des droits de l'homme et les minorités. Les droits de l'homme, encore une chose qu'on prenait, disons, for granted, et où on voit soudainement qu'on a changé d'univers parce que même les droits de l'homme maintenant ne font plus partie d'un front commun, sont devenus politisés. À l'époque, justement, il y avait des politiques pour les Blacks, pour les Indiens, la population indigène, les femmes. Et d'ailleurs, à gauche, on commençait à critiquer que le gouvernement cooptait systématiquement les mouvements sociaux, justement, pour déradicaliser. Bon, c'était l'époque du contre-Davos, World Social Forum, à Porto Alegre, le budget participatif, voilà. L'avenir, le pays de l'avenir, ça a duré 10 ans. Qu'est-ce qu'on a vu? Une succession de crises. On est passé des méga-eventos, la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques, à une méga-crise. Crise économique, la pire récession. Au fond, c'est la même récession de 2008 qui est arrivée avec 50 années de retard au Brésil. Une dévalorisation brutale du réal, qui a perdu à peu près 60% de sa valeur. Une politique d'austérité. Un chômage qui repart en flèche. Et puis tout simplement, on le voit dans la rue. Dans mon quartier, on voit des petits marchands informels. Ça se voit. Vous allez dans le centre de Rio, vous voyez que les devantures sont fermées. On est effectivement dans un spectacle que je n'avais pas vu, mais qui probablement était comme ça dans les années 80, et puis comme ça, on voit que la pauvreté revient. Scandale politique, scandale de corruption en série, avait commencé avec le fameux Mensalão. Là, c'était la gauche qui payait la droite pour voter ces projets. Bon, on a eu scandale de Petrobras, on a eu la Lava Jato, et puis évidemment le coup parlementaire, impeachment,
coup, en tout cas, il y a là maintenant, grave, délégitimation totale de Temer et emprisonnement de Lula. Ça fait beaucoup. Institutionnellement, là aussi une crise institutionnelle où on se rend compte que la division de pouvoir ne fonctionne plus. Les juges, politisation des juges. On connaît, en tant que Brésilien, on connaît les noms des ministres du Suprême. Et effectivement, ceux qui disent que les institutions solides, comme par exemple le faisait encore la semaine passée Fernando Henrique Cardoso dans un débat avec Alain Touraine, les institutions sont solides, la démocratie fonctionne bien, c'était pas un coup, c'était tout simplement impeachment, vous pouvez rester tranquille. Une crise militaire également, c'est-à-dire qu'il y a, avec le gouvernement Temer, qui a effectivement réintroduit les militaires dans le système, et on sait maintenant que si Lula avait été libéré, qu'il y aurait eu un coup d'État, c'est-à-dire que les militaires auraient repris, ça on l'a vu dans un entretien avec les militaires, avec, je ne sais plus si c'était Hélène ou Moran, mais effectivement les militaires ont bougé également. Une crise de sécurité publique, dans le sens où tout simplement la violence a complètement explosé, 62 000 morts par an, c'est plus qu'en Syrie. Et d'ailleurs, on le voit bien au niveau micro. Dans chaque quartier, il suffit de sortir, on entend des coups de feu, il y a des assaltos. Il y a une crise psychologique et psychiatrique également. Ça, on le voit bien en tant que professeur, en tant qu'enseignant, on le voit. On le voit tout simplement, où les étudiants n'arrivent plus à terminer leur thèse, et effectivement, on n'a jamais vu autant de dépression, de crise de panique, etc. Donc voilà la dystopie réalisée. En même temps, on a quand même un avantage. On a un laboratoire, c'est-à-dire les théories. Je pense au livre de Komarov, Theories from the South. On a l'avantage dans la périphérie, ce qui était la semi-périphérie, qui est devenue la périphérie, les pays excentriques, comme l'Afrique du Sud, comme le Brésil, qui deviennent ingouvernables, montrent en quelque sorte un miroir justement aux autres. Disons, on est à l'avant-garde de la rétrograde et de la récession. Ulrich Beck parlait déjà de la brésilianisation du monde. On lui en voulait d'ailleurs. Dans un entretien, il disait non, c'était juste, on pourrait dire la mexicanisation. C'est quoi la brésilianisation? C'est une inégalité monstrueuse, informalité dans le travail, violence, corruption. Et ce qu'on voit maintenant aussi, la brésilianisation du monde, c'est quand, disons, les extrémismes sortent du placard. Ce que Deleuze appellerait les micro-fascismes, qui tout simplement sont libérés. On l'a vu aux États-Unis, mais on le voit aussi au Brésil avec moins de retenue. Donc on est où? Quelque part entre la Russie, avec un système, une démocratie de façade, la Turquie, avec la répression aux intellectuels et artistes qui probablement va commencer, les Philippines, disons pour les pauvres, disons les favelados et donc le contrôle des classes dangereuses, et évidemment le spectre qu'on a, c'est le Venezuela. Effectivement, un des slogans de l'extrême droite était « Ici, ça va virar uma Venezuela ». C'est effectivement le risque qu'on a, parce qu'on a deux régimes, disons, militaires, bolivariens et fascistes de l'autre côté. Et effectivement, le Venezuela est en train de devenir la Syrie de l'Amérique latine. La Colombie et le Brésil sont en train, avec les États-Unis également, sont en train d'armer. D'ailleurs, il y a une situation d'exception à Roraima. Le Venezuela, Syrie de l'Amérique latine, voilà où on en est. Si c'était tout simplement limité à l'Amérique latine, ça serait encore bien. Est-ce qu'on a un enfer sociologique avec une politique anti-écologique radicale, climato-sceptique, etc., qui évidemment peut facilement et va infecter, disons, la politique écologique, l'Amazonie. C'est-à-dire que si, au lieu de l'avoir
forêt tropicale, on a du soja et des bœufs, évidemment, à ce moment-là, ça a des implications globales. Donc voilà où on en est. La décomposition du système, qui était déjà bien avancée, mais là maintenant on sait qu'on est arrivé à un fin de cycle. Je ne suis pas brésilianiste, je ne vais pas faire l'histoire. Je vais tout simplement remonter rapidement, disons tout allait bien jusque 2013-2014, et donc je vais rapidement reprendre l'analyse. Je pourrais très facilement sauter 2013. On avait nos gilets jaunes, a Jornadas de Junho, c'était le cycle démocratique. On avait le MPL, un mouvement radical plutôt sympathique d'ailleurs, qui avait protesté contre l'augmentation de 20 centimes du billet de bus, avec une répression assez féroce par les policiers. Hop, on a vu, il y a eu un mouvement de masse. Arab Spring, le printemps arabe, était arrivé au Brésil. Et effectivement, on a vu aussi l'émergence des Black Blocs. Les casseurs, moi personnellement, je ne savais pas ce que c'était au départ. On m'avait dit que les Black Blocs, c'était une stratégie des mouvements sociaux. Plutôt une tactique des mouvements sociaux. Puis après, j'ai compris que ce que je n'avais pas compris, ce n'était pas une tactique des mouvements sociaux, parce que ça démobilise, mais c'est une tactique des manifs. C'est-à-dire, tout le monde se met en noir, et de cette façon-là, il y a évidemment anonymisation et montée aux extrêmes. On voyait aussi, dans les milieux universitaires, un clivage, disons, de génération, avec mes collègues brésiliens qui étaient plutôt pétistes et les jeunes qui avaient des interprétations beaucoup plus intéressantes, qui étaient plutôt anarcho-communistes. Tout a bien commencé, on avait les répertoires classiques, anarchistes, socialistes, sauf qu'il y a eu aussi une sorte de détournement du mouvement patriotique. Les gens qui sortaient, qui n'étaient jamais des petits jeunes, qui étaient sur Facebook, qui sortaient avec leurs petites pancartes personnalisées et qui étaient contre les partis. Je me rappelle, quand j'allais à cette manifestation, il y avait quand même 1 million de personnes dans la rue, où les gens, les jeunes, ne voulaient plus de drapeaux. Des syndicats, des partis, il y avait des petits escarmouches. En tout cas, les drapeaux ont disparu, mais il y a manipulé, je dis manipulé parce que c'est comme ça qu'on dit ça, qu'on pense quand on est de gauche. Les drapeaux rouges ont disparu et tout le monde s'est mis dans les couleurs vert et jaune de l'équipe de football pour protester contre la corruption. Ce qui est quand même assez bizarre parce que s'il y a une fédération de football qui est plus corrompue que les autres, c'est bien celle du Brésil. En tout cas, pour la première fois depuis 1964, depuis la dictature, depuis le coup d'État, la droite est retournée dans la rue. Dilma, tout à fait comme Macron, proposait un grand débat et une réforme de la politique. Ça n'est pas arrivé. On a eu les élections présidentielles. Dilma a gagné. Aécio a contesté les résultats. Et voilà que la polarisation a commencé. Quand on regarde les mouvements 2015-2018, effectivement, on voyait bien que la droite allait en masse dans les rues, des millions et des millions de gens, avec des panelazos, des concerts de casseroles, les classes moyennes, la fameuse classe C, qui entrait et qui, l'homme cordial, disons, qui montrait son cœur, mais plutôt sa rancœur. Et il y a effectivement, avec l'avantage du temps, on peut voir qu'il y avait déjà quelque chose qui se mettait en place, qui a explosé plus tard. Là encore, je me rappelle des manifestations de gauche où on criait « Non weiter golpe », il n'y aura pas de coup d'État. C'était une petite manifestation. Les manifestations plus grandes étaient « Fuera Dilma », contre Dilma. On était effectivement arrivé à l'impeachment. Je vous passe à novella da Lava Jato, de Petrobras, les scandales en série, etc. On a effectivement on est monté aux extrêmes.
On a eu une polarisation. Première polarisation, parce que pendant les élections, là, ça a vraiment explosé. Polarisation, une droitisation. J'ai un collègue, le Brésilien Arthur Trindade Costa, plutôt positiviste d'ailleurs, qui avait redistribué les questionnaires de l'échelle F de Adorno, la personnalité autoritaire. Ça, c'était en 2016, il était arrivé à 8,1, ce qui était quand même assez, tout simplement, on mesure la relation, bon, c'est plus des juifs, mais disons, il y avait les immigrés, les étrangers, c'était, d'ailleurs, quand il y avait le fameux impeachment, il y avait une séparation sur l'esplanade de Brésil, on avait mis un mur pour séparer la gauche de la droite. Quand on a eu le fameux impeachment, qui était en fait un golpe, on pourrait dire comme Jesse Souza, un golpeachment, une sorte de mélange d'un coup d'État et et d'autres choses. Et là, on a vu un spectacle qui montrait pour la première fois, disons, le visage du fascisme, où il y avait les parlementaires qui étaient là et qui votaient oui pour l'impeachment, au nom de la tante Julia, au nom de Dieu, au nom de la patrie. Et puis Bolsonaro, qui, au nom de Ustra, qui est le seul colonel d'ailleurs, qui a été persécuté pour torture, qui, donc au nom de la dictature, là on a vu pour la première fois, on ne savait pas. Puis on a eu les Jeux Olympiques, et effectivement, immédiatement après les Jeux Olympiques, hop, la crise est arrivée, et voilà, on n'en est plus sorti. Le gouvernement Temer, là aussi assez étonnant. Moi, je suis d'origine belge, donc on sait ce qui se passe quand il n'y a plus de gouvernement. Comme c'est le cas maintenant, on installe tout simplement ce qu'on appelle un caretaker government, c'est-à-dire on met un gouvernement, comme on en a un maintenant, qui continue tout simplement les affaires courantes, et il n'y a rien qui change. Ce qu'on a vu avec Temer, soudainement, les choses ont commencé à changer. On avait 27 ministres, ils étaient tous blancs, plutôt vieux, plutôt man in suits, et on voyait effectivement quelque chose d'assez bizarre, une sorte de kleptocratie, puisque la moitié d'eux étaient accusés de corruption. Les noms que tous les Brésiliens connaissent, Cunha, Temer, Aécio, Cabral, Pezão, tous des hommes politiques pris en flagrant, disons, avec des preuves. Temer aussi, mais on ne sait pas ce qui va se passer avec lui, on verra bien. En même temps, extinction, élimination du ministère du développement agraire, élimination du ministère de la culture, élimination du ministère de la science et technologie. D'ailleurs, Bolsonaro a fait plus fort. Élimination du ministère du travail et de la justice du travail. Ça, il faut le faire, hein. Tout simplement, on élimine les ministères. On a eu quelque chose d'absolument inimaginable, un changement de la Constitution, où on inscrit l'austérité dans la Constitution pour balancer le budget pour 20 ans. Pour 20 ans, on a un plafonnement du budget, et si le gouvernement n'arrive pas à contrôler son budget, il y aura des coupes automatiques dans l'éducation et dans la santé. Ça, c'est du jamais vu, pendant 20 ans. En même temps, on a eu une réforme de la loi travail qui va beaucoup plus loin que la réforme qu'on a vue ici en France avec la loi Macron. Juste pour donner un exemple, ce qu'on appelle la tertiarisation, le outsourcing, est devenu universel. C'est-à-dire qu'on ne fait plus la distinction entre les activités fins et les activités moyennes. On peut tout simplement transformer ses employés en indépendants. Donc on ferme sa boîte le lundi, on la réouvre le mardi, et les employés tout simplement sont plus des employés, mais tout simplement des indépendants qui font un contrat. Ça, c'est du jamais vu. Je pourrais donner d'autres exemples. Il y a aussi la réforme du système des pensions, puisqu'évidemment, on a un budget qui est hors contrôle, à cause des intérêts.
L'économie, j'y comprends pas grand-chose, mais je suppose que les intérêts de l'État, ou plutôt la dette de l'État, doit être à peu près la même chose qu'avec les individus. Vous savez combien on paye d'intérêts, disons, sur la carte bleue au Brésil? Je vous donne le choix. 20% par an, 120% par an, 200% par an, 350%. C'est 350% par an. En tout cas, système de dette. Temer n'a pas réussi à l'imposer. Il ne voyait pas bien que ça n'allait pas marcher. On avait la crise de la sécurité publique. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce qu'on appelle intervention fédérale. Envoyer les militaires dans l'État de Rio de Janeiro. Et selon la Constitution, quand on envoie les militaires, justement, il faut arrêter les travaux du Parlement. Donc ça ne pouvait pas passer, cette loi, mais elle va passer, ça on le sait. Bon, alors, la question, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi un coup? Pourquoi cette radicalisation? Vraiment difficile à comprendre. On ne sait pas trop. Est-ce que c'était pour tout simplement essayer de masquer, d'invisibiliser la corruption, dans lequel Temer évidemment était impliqué jusqu'au cou? Pourquoi une droitisation? Est-ce que c'était parce que, oui, il était tellement impopulaire et donc il pouvait faire n'importe quoi, et disons tout simplement suivre les dictats du marché? Ce qu'on a vu, c'est un gouvernement sans le peuple, contre le peuple. Tout simplement, il a gouverné pendant 2 ans en contrôlant, en jouant, disons justement, l'exécutif et le législatif, comme c'était, disons, le législatif le plus conservateur depuis les dernières décades. Donc, ce qu'on a vu, effectivement, un système où l'exécutif et le législatif se mettaient en place et une droitisation assez radicale. Temps 3, on arrive en 2018. Donc, exactement, hier, avant-hier, la crise s'installait. On a eu une grève des camionneurs qui a mis le système à plat en 10 jours de temps. Et là, oui, pour la seconde fois, on voyait le fascisme arriver, où il y avait effectivement des gens qui demandaient le retour des militaires, donc le retour de la dictature. En même temps, on a eu Lula qui a été mis en prison, ce qui était quand même assez grave. Il a été mis en prison par le juge Moro, qui était devenu le héros de la droite, et qui, entre-temps, dans le gouvernement de Bolsonaro, est devenu le ministre de la Justice, ce qui pose quand même des sérieux problèmes. Puis, vous l'avez vu la semaine passée, ceux qui étaient ici, le musée national qui a pris feu, qui est parti en fumée, et évidemment, ça nous a beaucoup marqué parce que c'était exactement le symbole de la société. Il n'y avait plus que les murs qui restaient, tout le reste était en cendres et en fumée. Puis il y a eu le fameux attentat contre Bolsonaro. L'attentat contre Bolsonaro, qui lui a donné toute la publicité dont il avait besoin, là maintenant c'est même plus nécessaire, puisqu'il y a ses 3 fils. Et comme c'est un homme de l'armée, il est le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. Même si Bolsonaro était assassiné, il y a 3 fils qui attendent pour prendre sa position. Les élections, on s'attendait à une élection classique. Le PT, le Parti des travailleurs, versus, disons, le Parti libéral, qui se droitisait un peu, mais on s'attendait tout simplement à, disons, une élection en quelque sorte de la droite classique, plutôt style Macri en Argentine qu'autre chose. Et en même temps, il y avait déjà ces relents qui remontaient. Et effectivement, avant les élections, avant le premier tour, manifestation très très belle dans toutes les grandes villes, et les non. Non à Bolsonaro. D'ailleurs, on refusait d'employer son nom. Donc c'était Eli non. Et on se croyait plus intelligent que les Américains, parce que les féministes américaines, les femmes américaines, ont fait leur marche sur Washington après les élections. Nous, on se disait, tiens, on va le faire avant.
Malheureusement, là, ça a mal tourné, parce que tout simplement, les discours féministes, LGBT, etc., quand on remet ça dans le circuit des évangélistes, évidemment, ça explose. Et effectivement, une semaine avant le premier tour, le système entier s'est plié. Je l'ai vu avec mes propres yeux. Il n'y a pas eu de cordon sanitaire. Cordon sanitaire, encore une fois, en Belgique, c'est ce qu'on fait contre l'extrême droite, une alliance entre les partis. On bloque comme on bloque les cochons, tout simplement pour que la peste des cochons, on n'a pas vu ça. Il n'y a pas d'union sacrée. D'ailleurs, je me rappelle vraiment bien quand tout ça a commencé, c'est lorsque Fernando Henrique Cardoso a fait une intervention dans la presse en mettant au même niveau l'extrême droite et les PT. Extrême droite et le Parti des travailleurs de Lula comme étant deux partis antidémocratiques et en appelant les forces démocratiques du pays à rester au centre. Au même moment, les marchés, tout de suite, ont changé de position. D'ailleurs, l'économie va très bien. Le réal devient un peu plus fort. L'économie marche bien, il n'y a pas de problème, les marchés sont contents. Les médias, la même chose, on a vu comment ils se sont tous pliés. À une seule exception, El País Brésil, qui n'est même pas un journal brésilien. À Folha, qui s'est tourné, mais c'était entre le premier et le second tour. Moi, j'ai un abonnement à Folha. Il n'y a pas eu de sursaut. On ne l'a pas vu. On l'a vu seulement dans El País Brésil. Sans parler au Estado de São Paulo, il a vraiment était devenu un journal de qualité, mais vraiment d'une droite bien radicale. Heureusement, depuis que Bolsonaro a pris le pouvoir, ils ont trouvé un peu la qualité. C'est un peu mieux. Les évangélistes, évidemment, qui étaient là, et puis la Cour suprême, où on a eu le président de la Cour suprême qui a dit à partir d'un livre qu'il avait lu qu'en 1964, ce n'était pas une dictature, mais c'était un mouvement révolutionnaire. Donc on a vu ça, et effectivement, voilà où on est arrivé. Exactement les mêmes acteurs de 64 sont montés dans la rue, et hop, on a eu le premier tour, où là on avait peur, et on a frôlé, disons, Bolsonaro au premier tour. Entre le premier et le second tour, là je crois qu'on a vu quelque chose que out of control. La montée de Bolsonaro n'était pas prévue. Personne ne la voulait. C'est un système, soudainement, les choses se sont déclenchées, c'était out of control. Ce n'était pas prévu. Aux extrêmes, polarisation, les familles sont devenues irréconciliables. Ça, sur Facebook et le WhatsApp, ça c'est vraiment triste quand on voit les familles qui deviennent irréconciliables, avec une montée aux extrêmes de la tante et de l'oncle qui racontent tout simplement, prennent des positions vraiment inacceptables. Moi-même, j'ai suspendu toutes mes activités pendant 3 semaines pour faire campagne, faire du pamphlétage. Là, j'ai vu que le PT était complètement désorganisé. Ils n'avaient pas vu parce qu'ils avaient monté Lula. Lula avec le slogan le Brésil heureux à nouveau. Et on n'avait pas vu, eux ils n'avaient pas vu justement le antipétisme, la réjection radicale du PT. Et d'ailleurs, entre le premier tour, le premier week-end était un week-end férié. Moi, quand j'allais dans la rue, j'étais encore là avec mon loup là pour distribuer. Le PT a eu besoin de 10 jours avant qu'ils sont arrivés avec leur nouveau pamphlet, où évidemment ils cachaient Lula, où évidemment ils mettaient du vert plutôt que du rouge, mais ils ont eu besoin de 10 jours. En même temps, c'était vraiment une période absolument exceptionnelle, parce que ce qu'on appelle au Brésil faire de l'analyse de la conjoncture, tout le monde la faisait. D'ailleurs, c'est assez intéressant, mais vraiment tout le monde. Il ne fallait pas parler avec les gens, tu sais, tout le monde savait.
Tout le monde savait, tout le monde était au courant, une période absolument exceptionnelle. D'ailleurs, pour savoir comment pense le peuple, rien de mieux que de prendre le taxi, de parler avec les portiers, Et effectivement, le profil était assez clair. D'un côté, d'ailleurs, ça c'était assez cordial. À la sortie du métro, on ne se faisait pas agresser, c'était assez intéressant. Le profil était anti-PT, ce qui avec Bolsonaro est devenu évidemment un anticommunisme, ce que moi j'appelle, disons, le matérialisme préhistorique, une sorte de phobie, disons, du bolivarianisme d'une gauche extrême. Des libéraux, évidemment, des libéraux, des gens qui tout simplement votaient pour un, disons, plutôt pro-marché, mais qui ont complètement basculé et qui sont devenus bolsonaristes, et évidemment aussi les évangélicos, donc les évangélistes. Ça, c'était à peu près le profil. On a eu une manif d'extrême droite, plusieurs d'ailleurs, j'y suis allé, et là, il faut dire que j'ai quand même été assez choqué. D'abord, il y avait les trios électricos, les camions, à Copacabana, premier camion 20 Perua, tout le monde là évidemment avec la chemise de Bolsonaro. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, le signe distinctif de Bolsonaro, c'est le pistolet, ce qui fait un peu peur. Des discours, oui, d'extrême droite, mais ils avaient même trouvé un black qui disait qu'il allait voter pour Bolsonaro, donc tout allait bien. Le second, du MBL et Movimento Brasil Livre, là c'était déjà beaucoup plus dur. C'était un discours, disons, pour l'armement, armer la population. Et d'ailleurs, le décret est passé. On ne peut pas encore sortir dans la rue, mais on va faciliter la possession de l'arme. C'est ce qui est intéressant. D'ailleurs, en Italie, ils ont fait exactement la même chose. Et puis quand j'arrivais chez les patriotes, là c'était vraiment très très grave. Parce que là c'était des vrais fascistes. Des gens, des militaires d'ailleurs, qui étaient là, et qui faisaient l'apologie de la dictature. En disant que la dictature, il y a eu 432 morts officiels. Si on divise par 20, ça fait à peu près un mort par mois. Et tout ça, il y avait évidemment dans le cadre de la lutte contre le communisme. Évidemment, moi j'avais envie d'appeler les policiers en disant voilà, arrêtez-les, mais ils étaient là au-dessus sur le camion. Quand même assez embêtant. D'ailleurs, après, quand j'ai lu Olavo di Carvalho, qui est l'intellectuel facho, effectivement, les statistiques viennent de là. Donc, assez étonnant. Bon, la question du ZAP, c'est-à-dire comme le capitalisme est un peu prédateur au Brésil, donc jusqu'il y a quelques années, quand tu voulais appeler avec un portable un autre portable, ça te coûtait à peu près 50 centimes par minute. Et donc les gens sont tous passés au ZAP, et avec le ZAP, c'est-à-dire disons des messages SMS qu'on peut s'envoyer, là où on a eu une campagne massive de désinformation, d'ailleurs assez bien faite, qui a été révélée par La Foglia, ce qui aurait été disons, une justification puisqu'il s'agissait d'un crime électoral. Ça a continué. On a eu la victoire de Bolsonaro, démocratique, 55%, 58 millions, 14 gouverneurs, donc des pays vraiment, je me rappelle, on a perdu toute notre bataille. Moi, ça fait depuis 2013 que je vais à des manifs, j'en ai vu une quarantaine, une cinquantaine, on a perdu toute notre bataille. Non weiter Copa, on n'aura pas la Coupe du Monde. On l'a eu, non seulement on l'a perdu, mais ça se trouvait plutôt marrant. Non weiter Golpe, il n'y aura pas de coup d'État. Feuer Temer. Et puis, Oeli non, vraiment, voilà où on en est. Question de contrôle du temps, parce que moi je suis encore dans mon analyse de la conjoncture et je voulais au fond faire une analyse plutôt sociologique. Je ne contrôle pas bien le temps. Voilà, c'est un niveau 50. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on a eu? Je vais aller beaucoup plus vite sur Bolsonaro. Pas grand-chose à dire, dans le sens où effectivement c'est un facho tout à fait clair. Il est... Depuis 27 ans, il est dans le Parlement.
Il raconte exactement les mêmes choses. C'est un extrémiste. Il est cohérent, il est conséquent et il est tout à fait lisible. Donc tout ce qu'on dit sur le fait qu'il est misogyne, raciste, etc., aucun problème. Aussi évidemment apologie de la dictature, etc., je saute. Les élections, ce qui est quand même intéressant, qui a voté au départ pour Bolsonaro, ce n'était pas ce qu'on appelle le Trump-prolétariat. Ce n'était pas les pauvres blancs, disons, de la campagne. Non, c'était les classes moyennes, les bonnes classes moyennes. Plutôt dans le sud, plutôt blanches, etc. Donc les populations plutôt aisées. Le système a été complètement laminé. Bon, vous connaissez ça, c'est l'effet Macron. Tout simplement, on élimine tout. Il n'y a plus le système, c'est complètement défait, avec un petit parti de rien du tout qui est devenu un des grands partis. Et d'ailleurs, Bolsonaro veut gouverner sans les partis, à partir d'un agenda thématique. Qu'est-ce qu'on a dans le gouvernement? On a des militaires, d'ailleurs, pour l'instant, comme Bolsonaro est à Davos, on a le général Mourão qui assume la présidence du pays. D'ailleurs, le général Mourão, qui aurait dû être en prison, parce qu'il y a 2 ans, quand il était encore militaire, il appelait à coup d'État. Ce qui, évidemment, pour les militaires, moi je ne suis pas militaire, mais quand un militaire sort de la discipline, je crois qu'il faut les punir. En tout cas, voilà notre vice. À Rio, c'est encore pire. Parce qu'on a évidemment Bolsonaro, on a un gouverneur, Witzel, qui lui vraiment... et on a un maire qui est évangéliste. Donc la situation est assez... Qu'est-ce qu'on a? On a les militaires, donc le retour on a les ultralibéraux, avec Paulo Guedes qui d'ailleurs a étudié à Chicago, et donc tout ce qui est ultralibéralisme, on l'aura. On a également les évangélistes, mais je crois que c'est surtout les militaires et disons les ultralibéraux et les évangélistes entrent seulement, disons, comme la masse de soutien. Je crois que c'est la famille. Je crois que ce qui se joue vraiment, à mon avis, c'est les militaires et c'est les ultralibéraux. Je vais vous passer toutes les mesures on est le 21 aujourd'hui, des 3 dernières semaines. C'est triste à pleurer. Je vais en arriver à mon analyse où là ça devient un peu plus intéressant. Comment expliquer tout ça? J'allais commencer avec une analyse en 3 temps. Néolibéralisme, technologie et populisme. Néolibéralisme, je vais tout simplement dire en pensant, pour faire plaisir à Francis, qu'évidemment ce n'est pas une catégorie analytique, mais un concept de drapeau, un concept de combat. Même plus, c'est tout simplement un drapeau, un signe de ralliement, un code, peut-être même un signe secret de la gauche, un peu comme les francs-maçons où on se reconnaît, on est d'accord. Pourquoi? Pour critiquer l'idéologie du capitalisme global, l'idéologie dominante, évidemment qu'on retrouve dans l'Union européenne, dans la Banque mondiale, à Davos. D'ailleurs, quand on pense aux variétés du capitalisme, l'idéologie est plutôt anglo, britannico-américaine, et évidemment, tout ça pour critiquer la montée du capitalisme financier rentier. Je crois que ça marche plutôt, où on voit il y a aussi une politique d'austérité, avec, et là c'est assez étonnant, parce qu'on a quand même une extrême droite au pouvoir, qui en même temps veut détruire l'État, ce que les Américains appellent la déconstruction administrative de l'État, de deep state, tout en ayant en même temps un discours ultranationaliste et patriotique. Il y a quand même une petite contradiction là qui est intéressante. Et donc, où on voit que les crises économiques sont utilisées comme un moyen tout simplement pour effectivement détruire et déconstruire tout ce qui reste de l'État social. Dans la version, disons, plutôt monde diplo, on voit que c'est les réseaux américains, il y a Mont Pèlerin, il y a les frères Koch d'ailleurs. On peut imaginer une sorte de complot.
Dans la version plus chic, c'est du néo-marxisme gramscien, tout simplement où on voit que cette idéologie néolibérale a effectivement changé le monde. Ou dans une version un peu postmoderne, on a le postmodernisme foucaldien. D'ailleurs, Foucault, dans Naissance de la biopolitique, faisait une première analyse de l'école de Freiburg avec l'ordolibéralisme, une bonne analyse de l'école de Chicago. Les nouvelles technologies seraient intéressantes. Ce serait tout simplement une analyse des médias sociaux qui, entre-temps, sont devenus toxiques. Ça, on l'a vu dans les 2 dernières années, c'est quelque chose de nouveau. D'ailleurs, la parole de l'année passée, donc de 2018, c'est toxique. Toxique, les choses qui deviennent toxiques. Les médias sociaux, moi je me rappelle le jour ou la semaine après l'élection de Trump, un entretien avec Obama qui disait oui évidemment Facebook c'est important parce que qu'est-ce qu'on a? On a n'importe quel beauf qui poste ses positions politiques et puis il y aura toujours au moins une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine de personnes qui vont liker et effectivement ça a changé. Et puis nous on est là dans nos bulles. On est là dans nos bulles de Facebook avec nos copains, mais c'est exactement la même chose pour la droite. D'ailleurs, ce qui devient assez intéressant, c'est quand on utilise le Facebook pour voir ce que la droite pense. Effectivement, moi, parmi mes copains sur Facebook maintenant, j'ai Bolsonaro, j'ai Witzel, j'ai Olavo Di Carvalho, j'ai même un ancien étudiant qui est devenu un petit intellectuel de l'extrême droite. Et là, c'est intéressant parce que je peux voir tous ses copains également. Mais bon, la question du zap, je ne vais pas y venir. Mais quand même, ce qui est important de noter, c'est que la machine n'a pas été démontée. C'est-à-dire que oui, on sait ce qui s'est passé. On sait qu'il y a 250 entrepreneurs qui ont financé, disons, la distribution massive de propagande. Mais la machine n'a pas été démontée. Donc elle est toujours là, ce qui veut dire qu'à n'importe quel moment, on peut avoir des campagnes de propagande. Tout ça, évidemment, sans médiation des médias et avec une population ciblée. C'est vrai que moi, je me suis mis tard au portable depuis 4 mois seulement, mais aussi parmi mes copains, en général, les gens ne recevaient pas les messages d'extrême droite parce que les métadonnées, d'ailleurs le ZAP appartient aussi à Facebook, c'est la même compagnie. Bon, on est loin, et là je pense à ton texte que tu as fait, Esteban, on est loin de l'espace public d'Habermas. Moi je dirais qu'on est plus près du ROSA, disons que la 4e génération de l'école de Francfort, avec la résonance toxique. Mais bon, ça c'est un concept. Je saute pour en venir au populisme, c'est la dernière partie. Le populisme, je crois que c'est en même temps un faux concept, mais qu'il faut engager parce que tous les débats internationaux sur les extrêmes droites, et d'ailleurs aussi sur les extrêmes gauches, passent par cette catégorie. Donc c'est-à-dire, si on veut utiliser notre expertise du Brésil, pour parler avec les Polonais, pour parler avec les Hongrois, pour parler avec les Américains, il faut passer par la catégorie du populisme. Et j'étais déjà arrivé à cette conclusion parce que je crois qu'il faut effectivement, dans des temps extrêmes, réorganiser nos agendas de recherche. Et donc, populisme, c'est un concept absolument mou, mais qui permet justement de faire des analyses comparatives. Un spectre rend le monde, le populisme. Ernest Gellner en 69. Rien de neuf, mais ça circule. Au fond, pourquoi le populisme? Justement pour thématiser la mort de la démocratie libérale. Quand je dis ça, c'est quand Manuel Castells était venu à Rio. Il avait fait une conférence. En général, Manuel Castells connaît bien ses dossiers. C'était en 2017. Et il avait terminé sa conférence en disant « La démocratie libérale est morte ». Évidemment, ça m'avait beaucoup marqué. Et c'est quoi? Ben justement, c'est la démocratie illibérale qui répond au libéralisme non démocratique. Le populisme, il peut être de droite ou de gauche.
il peut être conservateur ou progressiste. En tout cas, ça change un peu les axes de notre analyse, pas seulement gauche-droite, progressif, conservateur, mais aussi populiste, élitiste. Parce que c'est cette bidivision qu'il faut penser. Au Brésil, je crois que plutôt d'un populisme d'extrême droite, je crois qu'on a une extrême droite populiste. Mais ça, c'est En même temps, j'ai changé ma vision. Au départ, je croyais que pour comprendre ce qui se passait, il fallait retourner à 64. Maintenant, je ne crois pas. Ce qu'on a, c'est tout simplement une synchronisation de toutes les droites. Et là où la Hongrie, par exemple, a eu besoin de 10 ans ou de 15 ans pour y arriver, grâce à, disons, l'intelligence partagée des extrêmes droites, au Brésil, on peut le faire en 21 jours. Donc ça, c'est quand même assez impressionnant. Quand on lit les livres sur le populisme, c'est un peu comme une checklist. C'est-à-dire qu'on voit des caractéristiques, on voit des analyses des pays, et c'est un peu comme une checklist. Ça me rappelle une conférence aux États-Unis pendant le régime Bush, où il y a quelqu'un qui disait, tiens, on a l'impression que les Bushistes sont en train de lire Hannah Arendt, les origines du totalitarisme, mais comme une checklist. Et effectivement, sur le populisme, c'est exactement la même chose. Les théories, qu'est-ce qu'on a? 3 théories. Une première, la plus connue, au fond, est celle de Cas Modde, qui est un Hollandais qui a connu Pim Fortuyn. Moi aussi, je l'ai connu, j'habitais à Amsterdam jusqu'à 2003. Et donc, pour lui, le populisme est une idéologie, thin ideology. Disons, c'est un courant idéologique mince, donc non épais. Ça, c'est important parce que le populisme peut évidemment s'agréger avec des autres idéologies, comme on le voit avec le gouvernement de Bolsonaro. C'est populisme, plus évidemment un nationalisme, patria amada, plus néolibéralisme. Donc ça, c'est intéressant de voir les idéologies qui se mélangent. Il y a évidemment toute la question de la stratégie, ça c'est bien connu, la question de la représentation et la représentation directe, ce qui signifie pour la philosophie politique est un concept un peu contradictoire, mais c'est effectivement ça, avec un leadership personnalisé, en général charismatique. Le Bolsonaro n'a vraiment aucun charisme, même si on l'appelle mytho, mais c'est un homme vraiment profondément moyen et médiocre. Et disons avec un soutien mes notes sont en anglais, followers qui ne sont pas organisés. C'est aussi une question de style, ça c'est intéressant d'introduire la dramaturgie où on a un acteur, le leader, qui représente le peuple, représenté dans le sens, disons comme on connaît, il y a les 2 corps du roi, représente dans son corps en personne la nation, le peuple, pour un public qui effectivement est le peuple, sur une scène qui sont les médias. Un discours, là c'est déjà plus sophistiqué évidemment, moi je pense à la Chloé Mouffe. Moi j'avais lu la critique La Raison populiste quand c'était sorti, je trouvais que c'était un peu confus, ou plutôt que c'était assez compliqué avec ces chaînes d'équivalence, mais disons, les caractéristiques toujours les mêmes, antilibéralisme, antipluralisme et autoritarisme. Et c'est là évidemment où ça devient vraiment important de regarder les livres et de faire la checklist pour voir où on en est. Quand je parlais là de la bibliothèque, la librairie aux États-Unis, j'ai fait mon tour. J'en ai quelques-uns ici qui sont assez bons, qui est How Democracies Die. Au fond, la réponse, elle ne meurt plus avec les chars dans la rue, on n'a plus des coups comme on avait dans les années 60. Maintenant, disons, le coût est trop haut, ça se passe d'une façon différente. Qu'est-ce qu'on a encore? Il y a What is Populism? Il y en a vraiment, c'est tout un marché, je n'ai même pas regardé ici. Celui-là, il n'est pas mauvais, How Fascism Works. Le titre n'est pas bon, mais c'est vraiment une analyse, disons, des caractéristiques, invocation d'un passé mythique, discipline et ordre, la propagande, la question de la corruption. Tous les mouvements fascistes dans l'histoire ont toujours pris le pouvoir à partir d'une dénonciation de la corruption. Et d'ailleurs, tous les régimes fascistes ont toujours été corrompus comme tous les autres.
Ça aussi, c'est assez classique. Aussi, il faut créer la crise. Il ne faut pas la résoudre, il faut la créer. Il faut la créer à chaque instant. Ça, c'est des techniques qu'on reconnaît. Anti-intellectualisme, le parler franc, ça on connaît. Le fake news, le complot, hiérarchie, le ressentiment, law and order, là, oui, on y est. Le livre aussi de Levitsky et Ziblatt est assez bon, dans la mesure où là, on voit vraiment que les régimes autoritaires, où on passe du populisme à l'autoritarisme, ça va avec le refus des rules of the game, de la démocratie. Donc, par exemple, quand Bolsonaro disait qu'il n'allait pas accepter le résultat des élections, ça c'est vraiment grave, parce que le rulebook, quand il disait aussi que le STF, c'était Moran qui disait le STF, non, mais on peut changer la composition. On peut mettre 10 de plus et on peut changer la composition. Quand le fils d'Eduardo disait non, mais le STF, en tout cas, avec un militaire accompagné d'un petit policier, on ferme la boîte, on y est tout droit. Évidemment, quand on a aussi la dénégation de la légitimité de l'opposition, c'est surtout ça, parce que quand on a un système d'alternance, la droite prend le pouvoir, mais pendant 4 ans, on est dans l'opposition. Quand on a une criminalisation de l'opposition, là, ça devient évidemment extrêmement problématique. Et Bolsonaro a déjà dit, en effet, qu'il allait appliquer la loi terroriste contre le MST. Bolos était quand même un candidat aux présidences, au présidentiel, etc. Encouragement de la violence, ça on l'a vu entre le premier tour et le second tour. D'ailleurs, si c'est difficile pour les étudiants de faire face, pour les petits jeunes dont une bonne partie sont gays ou lesbiens, vraiment c'est la terreur, parce qu'effectivement les gens se font attaquer dans la rue, se font insulter dans la rue. Et évidemment, les libertés civiques et les médias, voilà où on en est. Bon, si j'avais plus de temps, j'allais vraiment parler sur le marxisme culturel, parce que là, ça donne vraiment des courts-circuits quand on se rend compte que les intellectuels d'extrême droite lisent ce qu'on écrit, nous, sociologues, anthropologues, culture studies, etc. Et ce qui se passe quand nous, disons intellectuels de gauche, commençons à lire les textes de l'extrême droite. Là, je peux vous dire, ça donne un court-circuit direct et absolu. Mais je vais arrêter ici, peut-être qu'on peut en parler pendant la discussion. Voilà, merci. Merci beaucoup, Frédéric. On va passer. Je veux dire 2 mots avant qu'on passe à la discussion de la table. D'abord, je remercie, c'est la deuxième fois que Frédéric vient là pour un peu intervenir en essayant de parler de tous les événements politiques de Brésil. Personnellement, c'est exactement le moment où même institutionnellement on est devenu membre de la même institution que malheureusement elle a été maintenant. Mais et juste pour lancer le débat, je dirais que je suis toujours très impressionné par ta capacité de faire le répertoire de tous les événements que je dirais aussi qui sont pertinents pour essayer de mettre en relation et comprendre ce qui s'est passé. Par contre, personnellement, je m'attendais plutôt à une attitude de dire quels sont les chantiers à exploiter pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et là, ta déclaration, le fait que ce soit nécessaire, comme tu as fait à la fin, et ça me paraît fondamental, de faire ça par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays, dans le monde international, ça me paraît tout à fait logique. Par contre, il y a toujours la question, même quand on a vu les catastrophes ici avec Francis, il y avait cette composante-là, quelle est la particularité
qu'on voit l'œuvre là. Et là, je vais te citer une que tu as justement repris et que je trouve absolument centrale. Au moment du régime militaire, il n'avait jamais, que je me rappelle, il n'y avait jamais eu la défense de la torture. Elle était quelque chose toujours comme une culpabilisation que même ceux des généraux qui étaient impliqués dans tout ça n'avaient jamais pris la parole pour dire non, elle est une façon légitime de contrer les adversaires. Ça, c'était dit par les services de sécurité internationaux et tout ça, mais aucune autorité faisait ça. Or, une chose impressionnante du procès de destitution de Dilma Rousseff, c'est que ce mot-là ont été prononcés par Bolsonaro au sein du Parlement. Exactement. Hein? Donc, il y a, d'une certaine façon, il y a aussi une tentative de récréation d'une mémoire collective qui essaye de valider, comme tu as donné d'autres exemples là. Donc, c'est juste ça pour dire que pour moi, il y a des choses qui encore ne sonnent pas comme si elles s'emboîtaient les unes avec les autres. Et je pense que le même ensemble de le même répertoire que tu as fait là a été très important et presque d'examiner presque chaque boîte de ce répertoire, y compris, par exemple, celle que tu as dit aujourd'hui, mais qu'on sent bien qu'il y a quelque chose, c'est la magistrature. Quel est le rôle de tout le procès de corruption dans la délégitimation des autorités en place? Bon, bref, c'est juste pour suggérer des choses là, mais je trouve que c'est aussi un excellent canevas pour qu'il y ait une vraie discussion sur ce qui s'est passé et ce qui se passe et ce qui pourra se passer. Tout à fait. Voilà. Mais on peut faire un tour de table et après et je te remercie absolument de revenir et discuter. La seule chose, je vais aussi mettre en point d'interrogation, c'est cette question de ce qu'on discute ici, on ne peut pas discuter là-bas. Puisqu'on partage même les mêmes ensembles institutionnels et que d'autres, par exemple, de l'IS, comme Adalbert Cardoz, sont ici et tout ça, je pense que ce genre de débat aujourd'hui prend une forme assez convergente, surtout, et pas du tout dogmatique, qui me paraît assez intéressant. Après, on dit un peu. Oui, tout à fait. 106. Non, mais merci, bien sûr. Mais je voulais évoquer les travaux d'un philosophe politique qui n'est pas très connu parce que je crois qu'il n'a pas réussi à trouver de poste dans la recherche, qui avait travaillé avec Francis Jacques sur la notion de sidération. Et je vais regarder ses travaux parce que il observait en fait dans les débats publics, à partir d'un travail très fin d'échanges argumentatifs, comment en fait on allait de plus en plus vers des situations de sidération croisée. Il s'éloignait évidemment d'une nouvelle aberration de la communication publique. Bon, je n'ai plus en tête exactement tous ces ingrédients théoriques, mais je trouvais que cette idée de sidération était juste parce qu'on n'arrête pas de dire qu'on est sidéré, on est de plus en plus sidéré. Enfin, tous les jours on est sidéré. Et je voulais évoquer le travail de Grégoire Chamaillou, parce que dans la partie interprétative que je propose, qui est très riche aussi, lui, bon, il a des défauts, je pense, mais dans son dernier bouquin, qui est La société ingouvernable, il montre, en fait, il essaye de montrer que le néolibéralisme n'a jamais été incompatible avec un État autoritaire, que dès le départ, c'était plus qu'une hypothèse, d'abord le Chili l'avait évidemment expérimenté, mais un truc qui a été oublié par les théoriciens du capitalisme, nombre d'autres d'ailleurs. Il n'y a pas la Chine dans le modèle du capitalisme. Il y
évidemment, parce que c'est pas un nouvel esprit style cité par projet, mais il y a bien quand même un État qui a fait une mue, tout en restant fondamentalement sur des bases autoritaires, et même plus qu'autoritaires, je ne sais pas comment le qualifier, et qui aujourd'hui apparaît comme le leader quasiment de l'économie du XXIe siècle. Hein. C'est pas seulement la face cachée de la Lune, c'est les sciences, les technologies. Hein. Moi je travaille sur CRISPR-Cas9, qui est une nouvelle technologie biotech. Le premier bébé CRISPR est né en Chine, c'est nous des jumeaux. On est sur des fonds qui se sont déplacés avec donc des scientifiques qui sont obligés de regarder ce que font les Chinois dans un contexte où, quand on y va, il n'est évidemment pas question de parler des droits de l'homme, si c'est un truc de Bogota. J'avais suivi beaucoup le combat contre les Jeux Olympiques à Pékin, qui était passé par Paris, puisque la flamme olympique, vous savez, elle a un intérêt, c'est qu'elle fait le tour du monde. Donc c'est un observatoire où Sarkozy avait dû mettre quelque chose comme 600 gardes mobiles pour que la flamme ne soit pas éteinte sur son parcours. J'ai des vidéos. Donc tout ça, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un processus, il y a des précédents, il y a des antériorités. Et donc ma question, elle est plutôt sur deux niveaux. La première, et puis après il y a une proposition. La première, c'est est-ce que quand même, il n'y avait pas des signes précurseurs suffisamment tangibles qui ont simplement été négligés, tu l'as dit d'une certaine manière, mais cette manière peut-être de reformuler, par soit idéologie, ou simplement par préoccupation qui font qu'aujourd'hui, même des intellectuels critiques, au fond, ils ont une boutique à faire tourner, quoi. Et qu'ils n'ont pas l'esprit libre pour voir les choses. La deuxième question, c'est plutôt la question des échelles. Ça renvoie aussi un peu à la discussion qu'on a eue la dernière fois, mais qu'on a dans d'autres cadres, pour aller sur le plan du pays. C'est-à-dire que dès qu'on descend en échelle, il y a quand même des communautés, des milieux, des groupes, des collectifs, des réseaux qui sont capables de construire d'autres mondes possibles pour aller vite. C'est-à-dire que quel est le degré d'emprise finalement? C'est un État fédéral, c'est un monde fédéral qui est extrêmement vaste, avec des contrastes considérables, on n'est plus dans les mêmes mondes, comme on est évidemment dans le nord-est ou à Porto Alegre, à Rio ou à Brasilia, tout ce que tu veux. Donc on est dans des mondes extrêmement hétérogènes. Comment tu vois justement les divergences, les bifurcations, les diffractions? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas un Brésil éclaté qui va sortir de ça, plutôt qu'une nouvelle dictature un peu homogénéisante comme et après, bon, ça c'est des questions. Alors avec justement, tu as parlé d'anarcho-communiste, il y a aujourd'hui un retour, on le voit en Europe, en particulier en France, mais il y a un laboratoire, comme vous le savez, c'est pas que les ronds-points, c'est aussi les ZAD, les zones à défendre, où le municipalisme libertaire reprend du poil de la bête cette idée que la démocratie va recommencer au local. C'est-à-dire mètre à mètre, pied à pied, pas à pas, maison par maison, la citoyenneté va se reconstruire sur des localités. Comment tu vois ce chemin-là? Est-ce que tu penses qu'il est totalement barré? Et la proposition, c'est, comme je travaille beaucoup avec des outils numériques, et notamment avec un super expert qui est David Chavalarias de l'Institut de la complexité, je lui ai dit un mot de cet intérêt que nous avons collectivement pour observer l'évolution du Brésil en temps réel, j'aime bien cette expression, et comment, et là ça intéresse Roger, qui pourrait peut-être réagir là-dessus, on trouve un observatoire coopératif, continu, qui serait basé en Europe pour éviter les soucis, pour nous laisser la version pour ça par chez nous, on va dire, permettant justement de partager l'observation, les analyses, de ne pas attendre justement d'être pris de court, parce que un des enjeux positifs aussi pour nos sciences sociales, c'est qu'on est sur des temps longs d'enquête, on est sur des exigences extrêmement lourdes de construction d'objets, de mise en place de projets, etc. Et on voit bien que le temps du politique aujourd'hui est... Voilà, c'était juste pour avancer là-dessus. Tu veux réagir à les deux et après on fait un deuxième ou si tu veux... Je crois que j'avais aussi, nous avons la chance de voir là Salet qui est venu là de l'université de Vernon. Et les deux se sont fréquentés quand Frédéric était là et peut-être elle pouvait aussi réagir. Non, je suis très d'accord. Et je pense que nous avons travaillé
trabalhei por comprar Mhm, mhm. situação que é très complexo. E são distintas questões onde Podes falar em português, vou traduzir. Não, está bem. Não, isso que eu queria dizer é que eu acho que é importante que se discuta, né? Que há uma complexidade de situações, de sujeitos que não são tão novos assim, né? Mas que se revestem de uma nova capa, né? E para, nesse momento, para nós, é uma situação muito difícil e complexa, mas que é necessário que façamos reuniões como essas, discussões para poder entender. Porque eu creio que, todavia, ainda não temos todas as questões postas, porque elas estão a cada momento, né, levam um novo estiramento da situação. Je vais traduire dans une situation complexe et difficile comme celle du Brésil, disons des interventions comme la mienne, mais aussi celle d'Esteban, toutes les interventions sont vraiment importantes parce que la situation change rapidement et il faut essayer d'accompagner, et j'y reviendrai, la question du répositoire. Bon, la spécificité, pour moi, elle est évidente. La spécificité du Brésil des extrêmes droites, je ne sais pas si c'est le Brésil ou l'Amérique latine, mais c'est effectivement la dictature, c'est les militaires, ça me paraît assez évident. Parce qu'au fond, si on veut comprendre, ou plutôt, moi je suis arrivé à la conclusion que si on veut comprendre ce qui se passe, oui, il faut passer par 64, justement, parce que c'est le Brésil, et parce que quand même... il y a quand même des hommes, des militaires, des généraux qui sont là dans des postes absolument centraux. Et donc là, il faut... Mais quand on regarde dans une perspective comparative, c'est évident qu'on n'a pas ce problème, par exemple aux États-Unis. La position des militaires est assez claire. C'est vrai qu'il y a, disons, militarisation, mais c'est, disons, pour l'extérieur. Alors que quand on a une militarisation qu'on a quand même vu les dernières années, parce que ça a commencé avec Temer, et effectivement cette apologie de la torture et les ennemis, et le retour de l'ennemi intérieur, ça c'est quand même assez, ça c'est flippant, moi, ça c'est flippant, ça je le vois pas. On ne le voit pas en Italie, on ne le voit pas en Hongrie, on ne le voit pas en Pologne. Donc ça, c'est une spécificité brésilienne ou latino, mais je crois effectivement qu'il faut regarder ce qui se passe ailleurs. Et par exemple, oui, l'apologie de la torture, bon, on l'a déjà vu ailleurs, mais d'une façon tellement flagrante et tellement ouverte, ça je l'ai jamais vu auparavant. La question, par exemple, des droits de l'homme. Les droits de l'homme, il faut dire aussi que comme ils sont attaqués d'une façon tellement frontale, sans vergogne, sans excuse, ça, c'est pas une spécificité du Brésil, mais justement, disons, les microfascismes et les microcommunautés sortent, disons, de l'armoire, et effectivement, dans ce sens-là, l'analyse comparative est vraiment essentielle. La question de la magistrature, par exemple, c'est là où les bouquins sur autoritarisme et populisme sont importants, parce qu'on voit qu'exactement les choses qui sont proposées au Brésil ont été proposées et ont été mis en place dans d'autres pays. Donc
par exemple la question de la magistrature, un cas très très important est la Hongrie. Un autre cas très très important est la Pologne. Les États-Unis aussi, mais d'une façon moins flagrante. Et quand on lit ces livres, c'est ça qui est assez étonnant, parce qu'il y a un choc où on se dit non, mais non seulement on se reconnaît, mais justement on sait que les intellectuels de droite lisent exactement les mêmes livres. Eux aussi, à mon avis, ils doivent lire des livres sur justement le style populiste. Ce que signifie par exemple doing populism. Comment on fait ça? Comment on met en scène le leader comme homme moyen? Ils sont au courant. Ils lisent. C'est ça qui donne exactement ce vertige quand on voit que les livres sont lus. Par exemple, ici, le livre de Jan Levitsky et Ziblatt, il est traduit en portugais. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que le livre a été présenté à Harvard. Il y avait Fernando Henrique Cardoso qui était là. Alors qu'eux, ils disaient, ben voilà, au Brésil, on a tous les signaux de l'autoritarisme qui avancent. Et c'est vrai que Fernando Henrique Cardoso, il avait plutôt l'air vert et il ne se sentait pas bien dans sa peau. Mais donc ça c'est intéressant quand on regarde cette littérature, parce que dans les journaux par exemple, on voit que c'est la catégorie. Et donc qu'est-ce qui se passe quand une catégorie molle entre dans le discours? C'est ça qui est intéressant. Et ce qu'on peut faire avec la magistrature, là il faut regarder. Donc par exemple l'idée de Francis, mais j'y reviendrai sur le repositoire. Par exemple, il y a un repositoire en Pologne où on voit, disons, les mouvements qui ont été faits par le gouvernement en place, justement pour désarticuler le système juridique. Et ça, c'est extrêmement important pour pouvoir réagir, parce qu'on est réactif. On est réactif, le temps et la vitesse s'accélèrent, et on a l'impression que la droite sait ce qu'elle fait. Certainement, on imagine que les militaires, quand même, savent ce que ça signifie monter une stratégie. Et à gauche, on ne sait pas quoi faire. On est réactif, on n'a plus de propositions. La question de la sidération, oui, effectivement, sidération. Donc, je promets que c'est la dernière. Mais c'est que justement, la référence de ce qui s'est passé là avec 64, Si. comme 64, il y a eu beaucoup d'analyses, et même des analyses en profondeur de qui étaient les acteurs qui ont joué la carte. Et donc il y a le livre de Dreyfus, de René Dreyfus, qui était un Uruguayen, qui a pris toutes les archives de celui qui avait organisé les services secrets comme Bobéi ou Ponticio. On voit bien qu'il y a eu tout un tissage d'une véritable alliance qui a été avec des entrepreneurs, des magistrats. Et donc, quand ils ont exercé le coup d'État, ils ont mis en place un modèle qui était différent de celui qu'il y avait avec Jean Boulard, mais c'était on peut décrypter le modèle. Or, quand on compare ça avec juste Paul Guedes et l'improvisation qu'il y a là, on n'a pas la même impression. Donc le rapport même de si la référence à l'armée est une constante, là on sent qu'il y a d'autres éléments là qui sont variables. Et juste pour boucler ça, c'est que je crois aussi que au Brésil, on a accepté un genre d'amnistie qui a fait l'impasse sur l'analyse des militaires et du rapport entre les militaires et les tortionnaires. C'est que les Argentins n'ont pas fait et c'est que les Chiliens n'ont pas fait. Et peut-être dans ces comparaisons internationales, je pense que des comparaisons clés sont des comparaisons avec l'Uruguay, avec les Argentins et le Chili,
pour mieux comprendre ces moments où certains genres de militaires ont accaparé les pouvoirs, et après, quand ils sont, par exemple, en Argentine, on peut voir tout, mais on ne peut pas prédire un retour du genre de militaire qui a exercé la torture là. Voilà. Donc c'est juste ça, je m'arrête là, parce que je trouve cette façon de s'interroger maintenant, à laquelle on est obligé, quelque chose de très important, et donc mettre un peu les interrogations les unes à la suite des autres pour bien cibler les efforts d'analyse. Vous pouvez y Ouais, je voulais bien rebondir là-dessus, et ça me fait penser à Francisco Repa, qui a écrit notamment sur il n'y a pas eu une rupture avec le régime dictatorial au Brésil. Il y a eu une certaine continuité d'aspects démocratiques, autoritaires, d'aspects conservateurs, et libéraux. Et du coup, ça fait penser aussi en faisant une comparaison avec d'autres pays latino-américains qui ont vécu aussi la dictature militaire. En fait, au Brésil, on a vraiment du mal déjà avec les droits à la mémoire. C'est pas la même chose qui s'est passé en Argentine, par exemple, ou au Chili, et même au Pérou. Donc, au Pérou, à Lima, ils ont un musée de ce qui s'est passé dans les années dictatoriaux. Alors qu'au Brésil, on a vraiment du mal à rebondir là-dessus, à regarder ce qui s'est vraiment passé. Et entre-temps, ça me fait penser aussi à une personne, moi aussi j'étais très engagée, je suis doctorante à l'Université de São Paulo et à l'école, en coaching de thèse. J'étais aussi engagée pour la campagne de Fernando Haddad. Et en parlant avec les gens dans les rues, des jeunes d'une vingtaine d'années qui me disent non, mais tu parles de quoi? Dictature militaire, ça n'a pas existé au Brésil, du délire. Et franchement, c'est vrai qu'il y a eu ça me fait penser à Francisco Repa, quand il dit qu'il n'a pas eu rupture, mais il y a eu une continuation d'aspects, même dans la Constitution de 88, d'où par exemple la possibilité de faire une intervention militaire fédérale. Et après, une autre chose que je voulais dire, que c'est très frappant aussi, on voit la déconstruction de la théorie des trois partis au Brésil. Donc les partis d'élite, c'est les PSDB, les partis PMDB, c'est les partis de l'intérieur, enfin comme vous avez dans la campagne, et les partis populaires, le PT. Donc là, pour la première fois depuis la démocratisation, enfin depuis l'impeachment de Collor, on voit que cette théorie, elle ne marche plus. Donc, suite au coup d'État, organisé, orchestré par le PSDB, le PMDB, en fait, ces deux partis-là, ils n'ont même pas eu plus de 10% dans les dernières élections, c'est très rare au Brésil depuis Collor. Et ça aussi, je pense que c'est, comme vous étiez tout à l'heure, ce sont des aspects très complexes et qu'il faudra bien étudier et comprendre comment ça se passait, et que Bolsonaro représente notamment l'antipolitique dans le sujet, qui vient dans un parti politique très petit, le PSL, de la haine contre les partis politiques, l'antipétisme, mais aussi l'anti-PSDBisme. Ça c'était aussi assez clair au Brésil. Enfin, une sorte de délire de ne pas vouloir rentrer et voter pour un parti politique qui était déjà connu au Brésil. Ça, c'est très important, c'est un aspect important. Finissez encore? Non, on peut faire de façon plus dialogique. Moi, je ne suis pas obligé de parler, de répondre à toutes les questions. On peut très bien socialiser. Moi, ça me convient. Mais la question du répositoire est quand même une question qu'on ne peut pas perdre de vue. Et la question que faire, je crois qu'il est une question qu'on doit se poser exactement ici,
puisqu'on est à Paris, et justement parce qu'on n'est pas à São Paulo, parce qu'on n'est pas à Rio, je crois que c'est vraiment une question essentielle. Sinon, pour le reste, on peut très bien faire quelque chose de tout à fait dialogique, où chacun apporte sa partie, sa réaction pour rebondir, pour essayer de comprendre effectivement ce qui se passe. Et c'est pas évident. Faut passer beaucoup de temps dans les journaux. Faut avoir un bagage que, par exemple, comme je suis pas brésilianiste, que j'ai pas. Et toutes les pièces sont vraiment, et toutes les contributions sont importantes, parce qu'il y a aussi l'effet évidemment de témoignage, qui est vraiment important, parce que bon, là, ça fait 3 semaines que je suis à Paris, mais j'ai quand même eu besoin de 15 jours pour tout simplement que ça sorte du corps, c'est corporel, c'est physique, comment moi, c'est vraiment à ce niveau-là. Et évidemment, moi, avec un titre que j'ai donné, c'est pas par plaisir de provocation, c'est vraiment donc, por favor. Bonjour, je m'appelle Florence Quinton, je suis sociologue. Et donc je travaille depuis longtemps, depuis les années 90 en fait, au Brésil, et en particulier j'ai travaillé sur la question du mouvement socio-environnemental. J'ai travaillé sur la question ensuite du droit des minorités par rapport à la question foncière. Donc la question de tout ce qui touche les terres indigènes, les réserves, les aires protégées. Et j'ai travaillé aussi sur les politiques de sécurité alimentaire. Et tout cet ensemble de choses me donne pour moi une connaissance du Brésil, enfin, qui est la mienne, et qui me fait réagir aussi de façon forte par rapport à ce qui s'est passé ces dernières années, dans la mesure où on va dire en une vingtaine d'années, on pouvait... la conviction qu'on s'était forgée en tant qu'intellectuel, c'était la question du Brésil comme un pays précurseur par rapport à un certain nombre de droits. C'était la question aussi de la capacité de mobilisation qu'il y avait sur le terrain à l'échelle locale cette fois-ci pour construire des alternatives. Et c'était la question effectivement du participatif, avec tous les conseils qui s'étaient mis en place pour adosser aux politiques publiques, pour intégrer, je dirais, la démocratie citoyenne, on va dire, par rapport aux prévisions. Et donc la question que je me suis posée, l'hypothèse en tout cas, c'est une question, c'est qu'est-ce qui a permis pendant une vingtaine d'années de telles avancées au Brésil? Est-ce qu'on est dans une forme de véritables brèches qui ont permis des avancées formidables mais qui ne se sont pas consolidées? Ou est-ce qu'on est, cette fois-ci, c'est plus dans la théorie du complot, c'est-à-dire dans une forme de gouvernement de la critique qui fait que, au moment opportun, tout ceci a été brisé d'une certaine façon dans son élan par la suppression des crédits, la suppression des conseils, la suppression des ministères, et donc une façon de bâillonner en quelque sorte la démocratie citoyenne. C'est là où on a effectivement, tu vois, vous voyez, il y a un Brésil, pays de l'avenir, ben ça a duré 10 ans. Et là, on se rend compte qu'il y a la démocratie. Au Brésil, n'est pas la règle, mais il y a l'exception. Donc on a une période depuis, disons, la fin de la dictature jusqu'à maintenant, mais il y a toujours eu un mouvement pendulaire entre démocratie et oligarchie. Ici, évidemment, c'est le retour de l'oligarchie, mais avec justement un nouveau visage et des choses qu'on n'avait pas prévues. Est-ce qu'il y avait des signes précurseurs? Oui, ceux qui connaissent l'histoire savent qu'il y a ce mouvement pendulaire, mais les petits signes précurseurs, pas vraiment. Je veux dire, les bolsonaristas, jusqu'il y a 2 mois, on ne les connaissait pas. À tel point même, l'anecdotique, dans notre département de la comptabilité, il y avait un petit jeune qui travaillait là et qui était bolsonariste. Moi, j'ai senti que j'étais obligé de le dénoncer aux collègues parce qu'on avait un bolsonariste dans notre université, dans notre institut. Ça, c'était vraiment le choc. Et puis, on connaissait Bolsonaro, mais c'était une figure folklorique. Et donc, ça, c'était vraiment quelque chose qu'on pouvait pas imaginer. Les signes précurseurs, non, moi, je les avais pas vus. Moi, je me rappelle, oui, il y a 2 ans, il y avait un survey
où on voyait qu'il y avait 26% des classes les plus aisées qui appuyaient Bolsonaro. Et ça, ça je ne l'avais pas vu. On l'a vu lors de l'impeachment. Là, on a vu, disons, tous les horreurs des parlementaires. Et on l'a vu avec la grève des camionneurs. Sinon, on ne l'avait pas vu. Comme je vous ai dit au départ, de la même façon, le Trump, on ne l'avait pas vu. Notre monde a viré. Oui, il y a toujours des précurseurs, mais personnellement, disons, moi, jusqu'avant les élections, ma perspective était tout simplement, même personnellement, je me disais, tiens, ça fait 10 ans que je paye un loyer, c'est un beau moment pour peut-être acheter un appartement. Voilà, ça change. Et la vie entière bascule d'un moment à l'autre. Et pourtant, j'étais informé. Et les signes précurseurs, comme l'année passée, j'étais venu ici et j'avais fait une analyse, comme je dis, normalement, je ne fais pas. Et je voyais effectivement la droitisation. Donc là, on peut construire une continuité, mais ça présuppose en effet qu'on analyse le impeachment comme un coup d'État parlementaire. Mais bon, à gauche, tout ça est accepté, mais on savait pas, et puis c'était pas prévu. Ce qui s'est enclenché n'était pas, à mon avis, n'était pas prévu. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui était prévu? Tout simplement une victoire de Alckmin, de la droite, et puis hop, comme il y a eu, le système est sorti hors contrôle, et on a eu un tournant, comme on dit gentiment au Brésil, on dit un tournant conservateur. Mais au fond, d'ailleurs au Brésil, ce qui est assez étonnant aussi, on parle toujours du candidat, on ne dit jamais que c'est le candidat d'extrême droite. Jamais. Tout simplement le candidat au presidential eleito, etc. L'extrême droite, c'est seulement dans les journaux étrangers qu'on trouve la désignation comme le président d'extrême droite. Avant les élections, j'ai fait un petit article en flamand, puisque c'est en néerlandais, et là, c'était l'extrême droite au Brésil. Parce que c'est vrai que sur l'échelle de Richter, on est quand même assez... C'est pire que Salvini, évidemment. C'est pire que Salvini. Là, on est vraiment dans des échelles qui sont assez... Bon, la question des collectifs et des réseaux, oui, évidemment, il y a des collectifs vibrants, disons... de gauche, anarcho-communistes qui s'organisent, etc. Mais ce qu'on n'a pas vu, c'est justement les mouvements sociaux de droite et d'extrême droite. Là maintenant, on va arriver, parce qu'on est en 2019, donc ceux qui sont entrés pour faire une thèse en 2013, ils sont tous en train de travailler sur les jornadas de junho. De 2013, on aura des soutenances de thèse sans l'une après l'autre sur le mouvement de juin de 2013. On n'a pas d'analyse des mouvements d'extrême droite, qui sont très très bien organisés et qui utilisent les moyens de communication, etc. Bon, ce n'est pas les mouvements qu'on aime, mais c'est eux qui ont pris le pouvoir. Je ne crois pas que Bolsonaro est le leader d'un mouvement social, mais on pourrait quand même utiliser tous les outils de la théorie des mouvements sociaux pour analyser l'extrême droite, et on ne le fait pas. 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 Et il faut aller aux manifs. C'est dur d'aller aux manifs d'extrême droite. Bien sûr. En fait, il y a deux choses que tu as dit que ça m'interpelle beaucoup parce que je les entends assez souvent. En fait, tu as dit, pourtant j'étais informé, mais quand même tu as été pris des cours. Donc c'est paradoxe, mais pour moi il m'intéresse. Je pense que cela est dû parce que beaucoup de gens ont été pris des cours. La plupart des gens disent qu'ils ont été pris des cours. Moi particulièrement, je n'ai pas été pris des cours depuis avril en fait. J'imagine que Bolsonaro a de fortes chances. Mais pourquoi je pense que les gens ont été pris des cours? Parce que je pense qu'il y a un manque de réflexivité de la plupart des acteurs sociaux par rapport à la manière dont on s'informe. On n'a pas la mesure du degré très mauvais de la description de la réalité sociale qui se donne dans la temporalité courte. C'est-à-dire,
je connais très peu de gens qui prennent au sérieux ce que ça veut dire de s'informer par la Folha de São Paulo, qui est un journal extrêmement mauvais. Les travaux de description qu'ils font, c'est n'importe quoi. Vraiment, ils n'ont pas des effectifs. Quand on accompagne les journalistes, ils ne vont pas au terrain, ils ne savent pas bien faire le travail. Après, quand ils remontent, ils rentrent dans la rédaction. Les pouvoirs des chefs extrêmement hiérarchiques, c'est-à-dire les nouvelles qui arrivent en une, qui circulent le plus, elles sont massacrées par ces systèmes. Et donc, ça, c'est la Folha de São Paulo. Après, il y a tous les autres. Donc, il y a vraiment les dispositifs, en fait, les descriptions de ce qui se passe au quotidien, ils sont très mauvais. Et du coup, aussi les dispositifs d'information. Donc, il y a un vrai problème à cet égard, pour moi. Après, par exemple, l'exemple sur les thèses sur juin, c'est intéressant aussi, parce que ça montre aussi pour moi la capacité qu'ont les médias de problématiser. Du coup, les problèmes qui deviennent publics, parce que les médias, en agissant comme des acteurs politiques, les font émerger, ils sont aussi repris par les chercheurs. Voilà. Après, il y a, donc, pour savoir ce qui se passe aussi, cette idée de ce qui se passe, je pense qu'il y a les acteurs conservateurs, c'est vrai, on n'a pas vu, mais ça tient peut-être aussi au fait qu'on ne peut pas nommer extrême droite, parce que à l'intérieur de la Folha de São Paulo Novo, c'est interdit. C'est interdit de dire extrême droite, sauf si, dans certains cas. Après, mais il y a aussi la question des acteurs progressistes. C'est-à-dire, quand elle dit não vai ter golpe, não vai ter Copa, fora Temer, ele não. Donc c'est bien, il y a une grammaire de la résistance là, qui est écrasante. En fait, écrasante. Et moi, j'ai vraiment eu du mal avec ça quand on était ici, quand on militait contre le coup d'État. Moi, j'ai entendu, tu dis que la démocratie libérale est morte. Moi, je disais ça en 2016 avec mes camarades. Mais j'ai été traité des conservateurs, des fascistes, parce qu'ils disaient qu'il fallait bien s'organiser, qu'il fallait planifier l'action, organiser les manifestations. Ils disaient, ton vocabulaire vient de l'entrepreneuriat, t'es un fasciste, je sais pas quoi. Là, maintenant, un de mes camarades m'a dit, on est là pour lutter contre les coups d'État, et pas pour construire une nouvelle démocratie. Cette phrase, elle est très importante. Lui, là, maintenant, je l'ai croisé par hasard dans la campagne d'Haddad, qui était épouvantable. Il n'y a pas de réflexion vraie qu'on a fait dans cet événement. On ne parle pas de futur, on n'a aucune capacité de construction. Donc il y a vraiment, il y a de la résistance et pas de la construction. J'arrive au bout. Et du coup, pour ce qui se passe, qui puisse donner dans une temporalité adéquate, on va dire, cette idée dont Francis a parlé d'observatoire, c'est quelque chose que j'essaie de construire aussi depuis quelques années, notamment à partir de la rencontre aussi avec le GSPR. Il y a un problème, il y a deux choses à régler, donc, à mon avis. Du coup, il faut rétablir des dispositifs des descriptions qui soient bons. Et il faut se rompre avec un néolibéralisme qui est un mode de vie qu'on partage en fait. Les gens qui est fondé, j'aime bien d'arriver là-dessus, c'est fondé sur la compétition. Et c'est ce qu'on fait en fait quand on fait de la recherche. Quand on essaye moi j'ai demandé des données, mais on ne dit pas, je ne peux pas te donner les données maintenant parce que ça va être publié d'ici un an et demi dans une revue. C'est-à-dire, il faut casser, il faut changer d'autres manières, il faut aller dans le sens des Peirce, des Dewey, et reconstruire des enquêtes collectives. Et du coup, juste pour ouvrir là, donc il faut reconstruire des prises sur la réalité quotidienne. Et pour cela, donc, je finis vraiment, je pense qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé ici. Ça fait 3 ans et demi que j'ai connu Prospero et Marlowe, et en fait, je pense c'est un outil qui a été développé. Ça fait 20 ans que la chose qu'elle a été mise en place. On n'a pas vu. On n'a pas vu, et c'est pour ça aussi qu'on ne voit pas la réalité sociale qui est là. Donc il faut vraiment investir des outils, des choses qui sont là à notre disposition, trouver ces potentialités, reconstruire une enquête collective puissante, et là peut-être qu'on va avoir des possibilités de s'en sortir. Comme le temps, je ne sais pas, on termine à quelle heure? En fait, en général, ça finit à 19h, mais on prolonge aussi un peu si ça te va. Ceux qui veulent partir par le sentier libre, on n'est pas obligé de comme tu vois. Je vais prendre deux questions qui sont vraiment importantes, Essaletch et Florence. Ah bon, Frémio dit qu'en fait, il y a des gens, oui. cette fois-ci, il n'y a jamais ça. Mais... Dans ce cas-là, une chose qu'on doit vraiment faire, et sur ce point-là, Francis a tout à fait raison, il faut absolument qu'on monte
un observatoire, tout simplement, un site. Moi, je dirais en anglais, puisque les Français lisent l'anglais, avec tout simplement timeline, avec des thèmes, et par exemple le thème là où j'allais répondre à la question de la campagne, justement la terre, etc., avec des petits dossiers et avec des textes de telle sorte que quand les journalistes ou n'importe qui écrivent un texte, qu'ils n'ont pas besoin de faire exactement le travail que j'ai dû faire, que continuellement refaire cette sorte de timeline pour voir ce qui s'est passé. Il faut faire ça, et il faut le faire rapidement, et il faut le faire de façon, là aussi, de façon collective. Ça, c'est une chose qui est absolument nécessaire, et il suffit d'avoir tout simplement un site avec une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de textes qui sont bien faits, qu'on pourrait d'ailleurs traduire du portugais en anglais, tout simplement pour informer les journalistes. Parce que, comme on peut pas faire grand-chose à l'intérieur du Brésil. Moi, je suis en train de penser à mes étudiants ou les étudiants qui se mobilisent, mais dans les prochaines manifs, est-ce qu'ils vont tirer avec des balles réelles ou avec des balles en caoutchouc? Ça, on ne le sait pas. On a des armes intermédiaires qu'on peut vous vendre. Ben oui. Et donc, on doit monter des dossiers, tout simplement avec des liens, et ça, il faut le faire, hein, il faut le faire assez vite. Ce qu'il faudrait faire aussi, quand je dis voilà, on est à Paris, ou on est à Londres, ou on est à Berlin, il faut tout simplement faire un travail qui est, oui, écrire des articles. Des articles, c'est pas grand-chose, hein, il y a des articles de 300 mots. On peut même, si on est dans un peu plus de chance et qu'on arrive à placer un article avec 900 mots, dans Libération, The Guardian, ça marche pas. Mais dans d'autres journaux, tout simplement, c'est ce qu'on fait en tant qu'intellectuel, en tant qu'universitaire, et même pour ceux en français ou même par exemple en portugais, envoyer tout ça n'importe où, Portugal, Mozambique, etc. C'est un travail qu'on doit faire et c'est un travail international. Et c'est tout simplement une question, 300 mots, 900 mots, c'est facile à faire. Et voilà ce qu'on doit faire de façon collective. Un grand merci. Évidemment, tout ça aura une continuité. Pour la semaine prochaine, aussi dans le prolongement de tous ces débats, c'est une des plus grandes spécialistes de l'esclavage au Brésil. C'est Edgar qui va justement faire au tas de l'art de nouvelles connaissances sur l'esclavage et comment ça pèse sur la société actuelle. Bon, merci. Merci à vous.